Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. On va commencer ce conseil municipal. Je vais demander au DGS de faire l'appel. Madame Libert, Monsieur Lebeau, Madame Martin, Monsieur Bensoussan, Madame Séguret, Madame Voisin, Monsieur Louvigné, Madame Top, absente, a donné pouvoir à Madame Bréon, Monsieur Tourne, Madame Valverde, Monsieur Beaufrère-Gourdy, Madame Gauvin, Monsieur Girard, Madame Kaminska, Monsieur Mouly, Monsieur Bonaventure, Monsieur Chardon, Madame Servian, Monsieur Pitavi, Monsieur Lafont, Madame Valero, Madame Bréon, Madame Ruffnac, Madame Boileau, Monsieur Boukobza, Monsieur Lecomte, Monsieur Diarra, Madame Audon, absente, a donné pouvoir à Monsieur Tourne, Madame Ranieri, Madame Fournier, Monsieur Beuzelin, Madame Darnaud, Madame Liévin, Monsieur Gagny, Madame Auchmail, Monsieur Ribet, Monsieur Sester, Madame Le Calvez, absente, a donné pouvoir à Monsieur Ribet, Monsieur Bernier-Gravat, Madame Gall, Monsieur Épinat, absent, a donné pouvoir à Madame Libert. Monsieur Politzer, absent, a donné pouvoir à Madame Gall. Madame Balagnarana. Merci bien. Alors, nous devons désigner le secrétaire de séance. Y a-t-il d'autres candidats que Madame Kaminska? Non, on va mettre aux voix qui est pour. Merci beaucoup. Et on va passer aux questions orales. Si on pouvait juste régler les micros, parce qu'on a un écho terrible vu d'ici. Donc, on a une question orale qui vient du groupe Vincennes Respire. Et je vais laisser Monsieur Sester la poser, je crois. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Madame la maire, chers collègues, à l'instar de nombreuses communes touristiques comme Paris, le nombre de logements en location meublée de tourisme a explosé ces dernières années. Ces nouvelles locations touristiques se font malheureusement trop souvent au détriment des logements en location longue durée et aggravent de ce fait les difficultés d'accès au logement pour de nombreux habitants vincénois. Par ailleurs, ces nouvelles locations touristiques contribuent significativement à renchérir les prix de l'immobilier pour tous les résidents. Comme les propriétaires ont maintenant l'obligation de déclaration en mairie de toute location meublée de tourisme, pouvez-vous nous indiquer, Madame la maire, le nombre d'appartements en location touristique à Vincennes, notamment le nombre de logements disponibles sur les plateformes de type Airbnb? Je vous remercie. Merci, c'est Monsieur Lebeau qui va vous répondre. Chers collègues, je vous remercie pour votre question à laquelle nous avons déjà répondu en partie en décembre 2024. Ce n'est qu'une occasion de plus de rappeler que nous sommes très attentifs à l'évolution des meublés de tourisme. Nous veillons en effet à maintenir une politique équilibrée à Vincennes entre attrait touristique et préservation de notre cadre de vie. Je vous confirme donc que notre ville est très loin d'être ou de devenir une ville hôtel. Permettez-moi de vous rappeler les chiffres que nous avions donnés en décembre dernier. Nous comptions 1028 déclarations actives et 86 inactives. Parmi ces déclarations, moins de 30% sont des locations supérieures à 120 jours, qui ont fait l'objet d'une autorisation de changement d'usage. Votre question nous donne l'occasion d'actualiser ces chiffres qui ont baissé de 6%. Désormais, il n'y a plus que 962 déclarations actives de meublés de tourisme à Vincennes et 132 inactives, avec toujours 30% environ de locations supérieures à 120 jours. Autrement dit, seulement 1,08% des 27 985 logements vincénois totaux sont dédiés toute l'année à la location touristique. Vous le voyez, les ratios sont faibles.
Nous ne pouvons donc pas dire qu'il y a captation du parc de logements par les meublés de tourisme, comme vous l'évoquiez dans votre question. À titre de comparaison, en nombre d'annonces disponibles et en taux d'annonces par logement, Vincennes se place très loin dans le classement des villes de la métropole du Grand Paris, derrière tous les arrondissements parisiens, la moitié des villes des Hauts-de-Seine et toutes les villes de première couronne de Seine-Saint-Denis. Rappelons qu'en 2024, l'Île-de-France et la France, plus globalement, ont bénéficié d'un effet Jeux olympiques indéniable. Ce chiffre de 1,08% est faible, puisque nous utilisons tout ce que la loi met à notre disposition. Nous sommes la seule commune du territoire Paris-Est-Marne-et-Bois à faire appliquer la règle de compensation. Depuis le 1er janvier 2022, le règlement d'autorisation de changement d'usage des locaux d'habitation requiert en effet à Vincennes une compensation à partir du 3e bien meublé mis en location touristique par une personne physique et dès le premier logement pour une personne morale, comme à Paris. Autrement dit, si un bien est sorti du marché de la location longue durée par une entreprise, celle-ci doit remettre en location longue durée un autre bien du même type sur la commune. Enfin, je vous annonce que nous allons abaisser, avant la fin de l'année, le seuil de déclaration de changement d'usage de 120 à 90 jours. Soucieuse de l'évolution de ce secteur, Madame le maire a rencontré les représentants de certaines plateformes de location pour échanger sur les problématiques rencontrées par les villes et nos hôtels, afin de travailler sur un modèle équilibré et vertueux pour chacun. De notre côté, nous avons déployé un outil, le Club CoPro, pour étudier cette question avec les syndics de Vincennes, et la question des meublés de tourisme sera l'objet des réflexions lors d'une prochaine réunion. En définitive, nous sommes très fiers d'ouvrir Vincennes aux touristes français et du monde entier. L'année 2024 a été riche et les retombées ont été bonnes. Cela doit se faire dans le respect des règles et toujours en préservant l'équilibre et le cadre de vie des Vincennois. Merci. Nous n'avons pas reçu d'autres questions. On va donc adopter le procès-verbal de la séance précédente du 18 mars. Y a-t-il des remarques ou des commentaires? Non, on va mettre aux voix qui est pour, qui s'abstient. Abstention, Madame Balaniera? Oui. Ça marche. Merci beaucoup. On passe à l'ordre du jour avec quelques sujets relatifs au budget. Monsieur Girard. Oui, merci. Alors, je vous invite à suivre sur la présentation qui doit être sur votre tablette avec un PowerPoint qui synthétise la note que vous avez eue au dossier pour le budget primitif 2025. Donc, le budget 2025, comme nous l'avions présenté lors du rapport d'orientation budgétaire, dans les grandes lignes, est un budget équilibré à 123 millions d'euros, ce qui nous permet de garantir une qualité de service et de poursuivre notre PPI. En résumé, nous allons avoir une capacité d'épargne qui va être solide avec des cessions d'immobilisation qui viennent au final limiter le recours à l'emprunt à 9,5 millions. Je vais y revenir. Des recettes de fonctionnement en léger recul, on l'a dit l'autre jour, à moins 0,5% du fait de certains mouvements fiscaux sur lesquels on va s'attarder et aussi dû à des recettes 2024 liées à des événements propres à l'année 2024 que l'on ne va pas retrouver cette année en 2025. Sur les dépenses de fonctionnement, une hausse contenue à 1,8%. On va le voir en détail avec certains effets contraires et une masse salariale relativement contenue en dépit d'effets exogènes, donc indépendants de la volonté de la ville. Un effort d'équipement global prévisionnel qui est dans la continuité de notre programmation pluriannuelle et qui permet une fois de plus de financer des équipements sur l'ensemble du territoire communal. On reviendra un peu en détail sur certains quartiers en particulier. Et au final, je le disais, des modalités de financement équilibrées avec un recours à l'emprunt prévisionnel lui aussi limité.
Donc, comme vous le voyez en détail, nous avons un budget qui s'équilibre à 122,9 millions d'euros au budget primitif 2025, à comparer aux 122,8 de l'an dernier, donc une relative stabilité, et une année 2025 en termes de dépenses d'investissement prévisionnel de 36 millions d'euros, avec l'ensemble et le détail que nous verrons tout à l'heure, un cycle de fonctionnement qui, lui, reste dans les ordres de grandeur des années précédentes. Si on passe à la page suivante et au solde intermédiaire de gestion, comme vous pouvez le constater, notre épargne de gestion baisse prévisionnelle. Elle passerait de 15,5 millions à 13,5 millions, soit 2 millions d'euros de moins, ce qui est la conséquence logique de l'évolution des recettes de fonctionnement et de dépenses que nous allons voir dans quelques minutes. Et une épargne nette qui, elle-même, est en baisse de 2,4 millions d'euros, de 7,7 millions à 5,2 millions, puisque à l'écart sur l'épargne de gestion vient s'ajouter un désendettement plus important en 2025, ce qui est une bonne chose, puisque nous rembourserons 6,6 millions de capital de la dette. Mais bien évidemment, ça donne une épargne disponible pour l'investissement moindre, en l'occurrence de 5,2 millions, en baisse donc de 31% par rapport à l'an dernier à même date. La différence par rapport à l'an dernier, c'est que nous prévoyons une cession d'immobilisation pour un montant d'environ 9 millions d'euros, dont 7,4 millions qui sont dus aux cessions d'immobilisation de terrains constructibles rue de France, qui nous donne un financement disponible pour l'investissement, si ces cessions sont réalisées, de 14 millions d'euros contre 9 millions d'euros en 2024. Il en résulte, confronté à un programme d'investissement d'environ 30 millions d'euros comme l'an dernier, il en résulte un produit de l'emprunt de bouclage de 9,5 millions contre 13,5 millions l'an dernier, donc un moindre recours à l'emprunt prévu pour boucler notre exercice 2025. Alors, si on zoome un peu plus précisément sur les recettes de fonctionnement, page suivante, les recettes de fonctionnement, comme je le disais, sont en légère décroissance de 0,4% à 98,6 millions d'euros. Le principal poste, comme chaque année, c'est évidemment la fiscalité, les impôts et taxes, dont la fiscalité locale, mais pas que. Concernant la fiscalité locale, nous profitons certes de l'évolution des bases fiscales de 1,5%, qui est l'évolution décidée en loi de finances dont nous profitons, mais qui est confrontée à des taux qui, eux, sont proposés en stabilité par rapport à l'an dernier et aux années précédentes. Mais surtout, nous sommes confrontés à une baisse de la matière fiscale sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui baisserait de moins 22%, consécutivement aux corrections que l'administration fiscale a opérées entre 2024 et 2025. Nous avons eu un trop perçu en 2024 d'environ 1 million d'euros et la correction de cette année, c'est simplement le réajustement en fonction des dégrèvements demandés par les contribuables. Donc la résultante de tout ça nous donne un poste impôts et taxes en stagnation, d'autant plus que dans ce poste impôts et taxes, vous avez les droits de mutation à titre onéreux qui sont liés à la conjoncture immobilière, que nous avions prévu l'an dernier à 5,4 millions d'euros au budget primitif et que par prudence, nous avons prévu à 4,3 millions cette année, compte tenu de la conjoncture immobilière que vous connaissez, soit moins d'1 million d'euros entre le BP 24 et le BP 25. Voilà, concernant les produits et services, un certain nombre de hausses et de baisses sur lesquelles je ne m'étends pas, qui sont parfaitement détaillées dans la note, mais qui nous donnent une stagnation de ce poste, deuxième poste en importance des recettes de fonctionnement. Sur les dotations et les subventions perçues, qui, vous le voyez, baissent de 5,3% par rapport à 2024, c'est notamment deux effets complémentaires mais distincts. Le premier, c'est la reprise de l'écrêtement de la dotation globale de fonctionnement. Vous savez que la ville de Vincennes est considérée comme une ville aisée, en tout cas sur laquelle on peut venir faire de l'écrêtement au profit des communes moins bien dotées. En l'occurrence, cet écrêtement occasionne une baisse de 3% de notre dotation globale de fonctionnement en 2025. La DGF, c'est 3,9 millions d'euros sur les 7,6 millions, donc forcément ça pèse. À constater que sur ce poste, nous avons aussi moins 600 000 euros qui sont liés cette fois-ci à une moindre recette de participation liée aux Jeux Olympiques, puisque par définition, ça ne se renouvelle pas en 2025.
Voilà, sur les produits divers de gestion, je ne m'étends pas spécialement. Et sur les produits financiers, vous avez, même si la masse en question est assez faible, hein, on parle de moins de 100 000 euros, une forte augmentation de 53,5. C'est une augmentation purement faciale et qui est en fait la conséquence mécanique du nombre d'actions de la ville de Vincennes dans la VINCEM, qui donne lieu à des dividendes, comme pour tous les actionnaires. Et donc, mécaniquement, ce poste augmente en fonction du nombre d'actions qui a augmenté l'an dernier, puisqu'il y avait une augmentation de capital, si vous vous souvenez. Donc, c'est une augmentation purement faciale. Voilà, je vous propose de passer à la page sur les dépenses de fonctionnement. Page suivante. Alors, les dépenses de fonctionnement qui connaissent une hausse de 1,7% de BP à BP entre 2024 et 2025. Les charges de personnel augmentent d'un peu plus d'1 million d'euros, de 3,2%. Sur ce million d'euros, on en a environ 700-800 000 qui sont dus à, d'une part, pour moitié au glissement vieillesse-technicité. Donc, vous savez, c'est les environ 400 000 euros qui échappent au budget de la ville, puisque c'est l'augmentation liée aux indices notamment et à d'autres paramètres exogènes. Et aussi un surcroît de 400 000 euros qui est lié à la hausse de cotisation de la CNRACL, la caisse de retraite des agents territoriaux, pour environ 400 000 euros. Donc, ces deux postes jouent évidemment à la hausse et contribue assez largement à la hausse que vous constatez sur les charges de personnel. Concernant les charges de gestion courante, qui augmenteraient de 0,9%, on a différents effets contradictoires sur une hausse nette de plus de 200 000 euros. Je vais citer essentiellement la baisse du coût de l'énergie que nous prévoyons donc en baisse de environ 400 000 euros et à contrario une hausse du coût de l'assurance d'environ 600 000 euros, mais qui est due pour l'essentiel à la dommage ouvrage que nous allons contracter pour Pompidou, pour l'espace Georges Pompidou, et qui ici, du coup, augmente mécaniquement le coût des charges de gestion courante. Sur les participations et subventions versées, nous avons là aussi un certain nombre d'effets plus ou moins contradictoires, avec en net une légère baisse de 0,7%. Nous avons tout d'abord une baisse de la contribution de la ville au budget annexe, au pluriel, mais en particulier à la contribution due au budget annexe du Dôme, puisque comme nous fermons l'équipement pour travaux, la contribution de fonctionnement elle-même, comme c'était prévu au contrat avec le prestataire, baisse d'environ 600 000 euros. A contrario, nous avons une hausse de la contribution au CIVU, due au fait que les excédents constatés les années précédentes ont été, entre guillemets, épongés. Donc la hausse mécanique de notre contribution est de plus de 300 000 euros. Puis enfin, sur ce poste participation, je vais citer, on va y revenir tout à l'heure en détail, évidemment, comme chaque année, le poste de subvention aux associations et autres organismes qui augmente de 80 000 euros. À noter, au sein de ces plus de 80 000 euros, la hausse de cotisation sur l'espace Sorano pour 40 000 euros de plus et 60 000 euros pour le festival au-delà de l'écran, entre autres choses à noter. Autre point que je veux vous signaler sur les atténuations de produits. Vous voyez qu'on a une hausse sur cette ligne de 300 000 euros. C'est généralement une ligne qui, chaque année, est relativement stable. Cette année, elle est affectée par quelque chose qui est très spécifique à 2025, qui est le fameux DILICO. On en a parlé lors du rapport d'orientation budgétaire. C'est la retenue sur recettes fiscales qu'opère l'État cette année, qui devrait chiffrer pour Vincennes, que nous avons provisionné au budget pour environ 700 000 euros. Ça devrait être un peu moins que ça en réalité, donc on fera une reprise le moment venu, et qui ici joue dans l'impact des plus de 300 000 euros que vous avez entre l'écart entre le BP 2025 et le BP 2024. Voilà. Et dernier point sur ces dépenses de fonctionnement que je vous signale, sur les charges financières, vous voyez que nous avons une baisse de 94 000 euros de charges financières, et c'est deux effets contradictoires, mais qui donnent quand même en net une baisse. À la fois une hausse qui est due à l'endettement qu'on a effectué l'an dernier pour financer nos équipements, mais à contrario, plus que contrebalancée par une baisse des charges liée à la baisse des taux d'intérêt pour environ 400 000 euros. Donc en net, ça fait moins 100 000 euros sur le budget. Voilà, je propose de passer à la page suivante.
sur les dépenses réelles d'investissement. Comme vous le voyez, nous prévoyons pour 2025 des dépenses et subventions d'équipement pour un montant de 29,5 millions à comparer aux 28,5 de l'an dernier, et un remboursement du capital de la dette, j'en ai déjà parlé, de 6,6 millions contre 6 millions l'an dernier. Je vous propose de passer à la page suivante, aux 3 pages suivantes, qui détaillent les dépenses d'investissement par grands ensembles. Je ne vais pas vous donner lecture de tout ce que vous avez à l'écran, mais en matière d'aménagement urbain, notez que les principaux postes concernés cette année en 2025 sont la requalification de l'avenue de Paris, avec la rénovation des trottoirs, la désimperméabilisation ainsi que d'autres travaux pour environ 2,5 millions d'euros, et les espaces apaisés dans différents quartiers de la ville pour 1,8 million d'euros. Vous avez le reste des travaux prévisionnels prévus dans la PPI sur la même page, un peu plus bas. Concernant cette fois-ci les équipements publics, évidemment, le gros de notre budget cette année, au budget prévisionnel, est consacré à la poursuite des travaux du centre culturel et sportif Georges Pompidou pour 5 millions d'euros. Et le deuxième poste par ordre d'importance, c'est les aménagements intérieurs du gymnase Isabelle Autissier pour 1,02 million d'euros que nous prévoyons cette année au budget. Dernière page que nous avions présentée l'an dernier, et qu'on vous repropose cette année, qui fait un zoom sur les projets dans les quartiers. Au sein des 28 millions d'euros de dépenses et de subventions d'équipement dont je parlais, nous avons 18,6 millions d'euros qui sont identifiés spécifiquement dans la note comme des travaux de notre programmation pluriannuelle. Et dans ces 18,6 millions d'euros, on a à peu près les 2 tiers, 12 millions d'euros qui sont communs à l'ensemble de la ville, dont les 5 millions de Pompidou que j'évoquais, et 6 millions d'euros qui sont plus spécifiquement affectables ou affectés en tout cas à différents quartiers de la ville, comme vous voyez avec le quartier Est qui occupe une part significative avec notamment la fin des travaux du gymnase rue de France pour 1 million d'euros, les espaces apaisés et le jardin d'Hydro-Movat, entre autres choses. À l'ouest, à noter les aménagements intérieurs de la crèche Marie Paradis et Villa Aubert pour 138 000 euros. Au nord, l'aménagement de la rue des Meuniers pour 700 000 euros. Au centre, la place Marigny pour 730 000 euros. Et enfin, au sud, parmi les principaux travaux, la bibliothèque de Vigny pour 400 000 euros. Je le disais tout à l'heure, nous avons un budget 2025 qui s'est efforcé, là aussi, de minimiser le recours à l'emprunt de clôture qui s'établit, je l'ai dit tout à l'heure, à 9,5 millions d'euros en fonction des cessions d'immobilisation et des autres recettes d'investissement complémentaires de l'épargne brute à 11,9 millions. Donc, ce qui nous donne un total réel des investissements de 36 millions, dont ces 9 millions d'emprunts sur lesquels je suis déjà revenu en introduction. Donc je passe et je termine par les budgets annexes, dont vous avez le détail dans la note, avec un certain nombre de mouvements divers. Le budget de la restauration municipale baisse de 3,5%, avec différentes baisses et en conséquence de cela une contribution du budget principal atténuée de 6 000 euros par rapport au BP 2024. Un budget des spectacles vivants qui lui augmente de 6,4% avec différentes dépenses de matériel, de prestations, de droits d'auteur et en recettes de fonctionnement, une légère hausse de la contribution du budget principal de 7 000 euros qui va de pair avec une hausse du produit attendu de la vente des billets pour 57 000 euros. Un budget des marchés annexes d'approvisionnement qui augmente, vous voyez, un peu plus significativement, puisqu'un certain nombre de travaux de montage et de démontage de modules et de fluides sont prévus cette année. Et en recettes de fonctionnement, une redevance payée par les usagers de 358 000 euros et cette fois-ci une contribution du budget principal qui va augmenter de 90 000 euros par rapport au budget 2024. Enfin, le budget du centre aquatique du Dôme que j'ai évoqué tout à l'heure, qui, vous le voyez, connaît des mouvements importants en fonctionnement puisque nous fermons l'équipement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc une baisse des dépenses et des recettes de fonctionnement, dont évidemment la part versée par le budget principal. Sur l'investissement, une hausse cette fois-ci
qui était prévu en fait au plan de financement, puisque chaque année nous payons un peu plus d'amortissement de la dette du bail amphithéotique, d'où l'évolution, vous voyez ici, de hausse des dépenses d'investissement. Je vous rappelle que les dépenses d'investissement concernent l'équipement, les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement concernent l'exploitation de l'équipement, qui sont deux choses complémentaires mais distinctes au sein de notre budget de la ville de Vincennes. En conséquence de quoi, je vous propose d'approuver le budget principal ainsi que les budgets annexes que je vous ai présentés. Et je prends vos questions si vous en avez. Merci. Y a-t-il effectivement des questions? Monsieur Sester? Oui, merci. Alors en introduction, j'aimerais rappeler que nous débattons ici bien du budget de la ville, qui est un document de politique budgétaire et qui traduit donc les choix budgétaires de la majorité. Simplement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il ne s'agit pas de remettre en doute le travail des agents communaux, comme ça a pu être le fait parfois, mais qui font, ces agents, un excellent boulot sous la houlette de Madame Dubost. Voilà, donc il s'agit donc de discuter des choix budgétaires, et quand on lit la note, on a un peu l'impression que l'on vit au pays des bisounours, avec des phrases quand même pleines d'autocongratulation et d'emphase. Donc je cite, « Vincennes continue de conjuguer ambition et prudence, engagement et responsabilité ». C'est beau. Soyons un peu sérieux et rappelons que ce budget, il repose avant tout sur les impôts et notamment sur la taxe foncière. Certes, le taux de taxe foncière n'a pas augmenté, mais en valeur absolue, ou rapporté même au mètre carré, la taxe foncière est très élevée à Vincennes, et même l'une des plus élevées de France. On pourrait même la rapporter peut-être au mètre linéaire de voirie. Je n'ai pas les chiffres. On peut donc s'interroger, est-ce que les Vincennois en ont vraiment pour leur argent avec ce budget? Et ma réponse sera non. Pour quelles raisons? D'une part, la ville continue dans ce budget de payer la légèreté, le manque de sérieux des derniers ministres du budget. Cela se traduit donc par deux ponctions. Donc on a effectivement déjà parlé de la CNRACL il y a 3 semaines d'environ 400 000 € en plus à payer dès cette année. Et puis il y a également le DILICO. Donc le DILICO, c'est donc un nouveau dispositif de lissage. Ça va quand même être plus 700 000 € à payer en plus cette année. Et il faut quand même le dire, les contribuables de Vincennes sont prélevés via la commune pour financer ce trou du déficit de l'État, ce trou abyssal qui résulte essentiellement des cadeaux fiscaux des plus riches et qui ont créé donc ce déficit qui n'était pas prévu au départ. L'État fait en quelque sorte les poches des collectivités territoriales, ce n'est pas directement de votre fait, mais on attendrait au moins que vous dénonciez cette méthode. Voilà. Ensuite, nous pensons qu'aucune réelle priorité pour le logement social n'apparaît dans ce budget pour Vincennes. Effectivement, le budget du logement social n'est pas une priorité. Alors, certes, la ville n'est pas en état de carence cette année. En fait, c'est simplement parce que d'autres villes de droite font pire encore. Mais avec 12 ou 13% de logements sociaux, on est bien loin donc des 25% de logements sociaux imposés par la loi SRU. Et il y a des marges de manœuvre, y compris financières. Déjà, on peut souligner, on le votera plus tard, que de plus en plus de nouvelles constructions qui font du logement social ne prennent un taux de logement social que de 30%, alors qu'on a un déficit à rattraper énorme. Et puis, on l'a vu l'an dernier, que on a pu aider la Vincem à acheter un appartement, un seul, pour près de 1 million €. Et je ne sais même pas si c'est pour faire du logement social. Et puis, enfin, toujours dans cette catégorie logement, il n'y a toujours pas de dispositif d'encadrement des loyers. Celui-ci n'a toujours pas été mis en place à Vincennes. Voilà, un autre aspect concerne la gestion, la construction des équipements sportifs. Je crois, là aussi, que ça ne répond pas vraiment aux attentes des Vincennois. À ce jour, on n'a toujours pas de date d'ouverture du nouveau gymnase. On sait juste qu'on va repayer 1 million cette année sans avoir exactement la date d'ouverture. Le retard de cette date d'ouverture va entraîner un retard sur Pompidou et donc générer de nombreux conflits d'usage entre les associations et les clubs sportifs.
Et puis, quant au dôme, équipement récent, il est fermé pour près d'une année. Clairement, la construction en PPP, en partenariat public-privé, est un choix malheureux, un choix catastrophique et qui se fait au détriment des nageurs vincénois. Alors, autre point concernant la partie développement durable, soyons honnêtes, la végétalisation de notre ville avance. On peut dire qu'il était temps, car après avoir minéralisé le centre-ville, minéralisé une partie du cours Marigny, il était temps de mettre de la végétation dans cette ville. Mais en fait, il y a surtout beaucoup de communication et les choses avancent tout doucement. Par exemple, dans le développement durable, sauf erreur de notre part, il n'y a aucune nouvelle cour d'îlot qui sera prévue dans ce budget, ni aménagée du coup dans cette mandature. Alors, on a bien compris qu'il y avait un bilan qui devait être fait, mais combien d'années avons-nous besoin pour faire ce bilan? 3, 4, 5, 6 ans? Au bout de combien de temps pourra-t-on avoir le bilan et passer enfin à la réalisation des cours d'îlot que tous les parents et les enfants attendent? Et puis, on peut regretter également le beau projet d'isolation en bois de l'école de l'Ouest qui nous a été présenté avec des magnifiques esquisses, mais qui a été abandonné pour des raisons mystérieuses et qui ne figure pas non plus dans ce projet de budget. Enfin, je terminerai par déplorer une certaine forme d'opacité. Donc, je l'ai dit plus haut, le DILICO. Le DILICO, alors je m'excuse, je n'étais pas présent à la commission des finances, mais c'est quand même un mécanisme particulièrement obscur. On est censé le voter, en comprendre le détail. J'ai essayé de lire l'article de loi correspondante, c'est incompréhensible. Donc voilà, il y a déjà une forme d'opacité. Et puis aussi, alors cette année, il y a une nouveauté, qui est une contribution au CIVU, qui est en augmentation de près de 300 000 €. Alors, on n'a jamais eu clairement d'explication sur le CIVU. Que s'est-il passé? Qu'est-il devenu depuis notamment le fait que Fontenay s'est en partie retiré de ce projet de lycée? Et donc on découvre finalement cette année plus 300 000 € pour la contribution au CIVU. Voilà, j'aimerais des explications sur ce point. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pardon. Non? Pas d'autres questions? Bien, alors. J'en rirais presque ce soir, mais je ne vais pas le faire parce qu'en fait, j'ai l'impression de revenir en 2020 ce soir. Et j'ai l'impression malheureusement qu'on n'a pas collectivement beaucoup progressé dans les explications et dans votre compréhension de à la fois notre projet et surtout de la manière dont Vincennes a évolué depuis ces 5 dernières années. Alors, vous progressez juste sur le fait que, et vous l'avez très bien dit en début de séance, vous ne parlez plus d'insincérité, parce que vous avez fini par comprendre que votre terme était diffamatoire à la fois pour nous et pour les agents de la ville. Alors, quand on ne sait plus quoi dire, on parle d'opacité, parce qu'il faut bien trouver un mot qui le remplace. Et alors, je vais quand même revenir un peu sur le fond, parce que à force de répéter sans cesse des choses qui sont inexactes, ça n'en fait jamais des vérités. Et donc, je vais les reprendre les unes après les autres, parce que ce que vous dites est partiellement faux, voire totalement faux dans certains cas, et en tout cas, vous semez un doute sur des questions dont vous avez la réponse, parce qu'on en a déjà parlé au cours des 5 dernières années dans cet hémicycle, et que vous savez très bien qu'en posant cette question, vous avez une réponse, vous la connaissez, et vous savez que c'est pas du tout ce que vous êtes en train de raconter. J'en prends un exemple. Le dôme. Le dôme sur lequel vous vous êtes battu pendant, je pense, toutes ces années pour nous dire combien le partenariat public-privé que nous avions monté était une catastrophe. Je ne sais pas comment vous faites ce raccourci entre une méthode de construction et un résultat. Déjà parce que ce n'est pas un partenariat public-privé, c'est un bail emphytéotique, c'est pas un PPP, c'est un bail emphytéotique, c'est pas du tout la même chose. Et deuxièmement, parce que sur cet équipement, il se trouve qu'on a travaillé avec une société qui a fait des erreurs, qui aurait pu les faire si on avait été dans un autre cadre que celui d'un partenariat public-privé, comme vous le nommez. Et grâce au travail conséquent des services depuis
quelques années maintenant, l'entreprise a fini par reconnaître ses torts et va donc reprendre à sa charge la totalité des erreurs qu'elle a pu mener qu'elle a pu réaliser sur cet équipement. Et par ailleurs, un équipement qui a déjà 10 ans nécessite, et c'est bien normal, des travaux d'entretien que nous aurons l'occasion de faire en même temps que les travaux de réparation et de reprise dus au fait que l'entreprise n'a pas respecté le cahier des charges tel qu'il avait été rédigé. Mais il n'y a aucun lien entre la forme de passation du marché et la réalisation des travaux par une entreprise qui n'a pas respecté le cahier des charges et sur lequel, évidemment, avec lesquels nous avons travaillé pour lui faire reconnaître ses torts. Et ça, vous le savez très bien, parce qu'on a cessé de le dire depuis 5 ans. Donc vous m'expliquerez, en fait, peut-être un jour, le lien que vous faites entre partenariat public-privé et ce que vous êtes en train de dire sur la qualité de la baignade. Je ne le comprends pas. Et en tout cas, il n'est pas documenté. Pardon ? Sur le dôme ? Sur le dôme, il y a un rapport de la Cour des comptes sur le dôme ? Et le nombre de malfaçons des bâtiments. Donc c'est connu maintenant, c'est documenté que c'était des mauvais choix de gestion d'avoir choisi de déléguer au privé la construction de bâtiments et que ça s'avère au fil du temps plus coûteux pour les collectivités. Donc une généralité sur un ensemble de bâtiments et spécifiquement l'objet de votre remarque sur le dôme. Eh bien non. Voilà. On pourrait en parler pendant des heures, ça fait des années qu'on en parle, je pense que vous ne comprendrez jamais, c'est pas très grave. Par contre, ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, les gens du public et les Vincennois comprennent qu'il n'y a aucun lien entre le choix de gestion et la réalité de ce dôme aujourd'hui. Sur le fond, parce qu'on pourrait comme ça en citer pas mal, sur les logements sociaux, alors ça c'est extraordinaire, ça fait des années qu'on vous explique que la question des logements sociaux à Vincennes, ce n'est pas une question financière, et donc quand vous nous dites qu'il n'y a aucune priorité sur les logements sociaux dans ce budget, c'est faux, puisque chaque année nous mettons une somme conséquente pour réaliser des logements sociaux. Vous savez très bien, et d'ailleurs on attend toujours vos propositions depuis 5 ans sur comment faire, vous savez très bien que la question des logements sociaux à Vincennes n'est pas une question financière, c'est une question de foncier. Et d'ailleurs l'État, à chaque fois, et quand vous dites cette année, l'État n'a pas carencé Vincennes comme si les autres années c'était le cas, non, on n'a jamais été carencé. Jamais, précisément parce qu'on fait un effort conséquent et que ce n'est pas un problème financier, c'est un problème de disponibilité du foncier qui nous amène à faire des petites opérations. La moyenne de nos opérations, c'est 12-14 logements, dans lesquels on fait parfois, quand on le peut, des opérations 100% en logements sociaux et pas 30% comme vous le dites systématiquement. Simplement, et là je vous rejoins, c'est parfois une question financière parce qu'il faut qu'on trouve un équilibre économique avec les bailleurs sociaux, mais on ne peut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts sur les logements sociaux. C'est pas vrai, on n'a jamais construit autant de logements sociaux que depuis 10 ans dans cette ville, à un rythme qui est celui auquel on peut le faire et qui est reconnu par tous les pouvoirs publics, année après année, triennale après triennale. Sinon, on aurait été carencé depuis des années. C'est pas le cas. On ne paye aucune amende concernant les logements sociaux et, si tant est qu'on devrait être carencé, l'État n'a jamais récupéré les permis de construire et la compétence sur cette partie-là parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourraient pas faire mieux que nous. Et donc, s'ils ne nous carencent pas, c'est précisément parce qu'ils constatent qu'on a mis en place tous les outils juridiques et toutes les modalités pour faire au mieux et au plus rapide pour construire ces logements sociaux dont on convient tous qu'ils sont nécessaires pour une ville comme la nôtre, parce qu'on a des demandes, évidemment, et qu'il faut qu'on construise ces logements sociaux. Mais à Vincennes, on souhaite que ces logements sociaux soient des logements de qualité, qui s'insèrent dans une qualité d'ensemble, avec une qualité architecturale reconnue, et sur lequel on ne souhaite pas qu'il y ait de différences visibles entre un bâtiment quelconque et des logements sociaux. Et vous le savez très bien, parce qu'on en débat à chaque conseil municipal et à chaque projet qu'on vous présente et qu'on présente aux riverains, on explique la méthode. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça parce que ça aussi, c'est une contre-vérité. On fait des efforts conséquents sur les logements sociaux et on le fait de manière régulière depuis des années sans être carencé parce que l'État reconnaît depuis des années l'effort qui a été entamé par Laurent Lafont et que je poursuis par ailleurs. Concernant, alors je ne sais même plus, le CIVU. Le CIVU, on vous l'a expliqué, je pense, en commission, c'est un calcul bêtement mathématique.
Voilà. Donc, si vous voulez, on vous le réexpliquera, mais ça n'a rien à voir avec la participation et le retrait de Fontenay, puisque dans la convention qui nous lie à Fontenay, pour l'instant, nous n'avons pas de constat de rentrée, puisque les 3 niveaux de classe ne sont pas rentrés, et qu'en l'occurrence, cette convention s'appliquera dès lors que nous aurons la totalité des élèves présents dans ce lycée. Donc là encore, et vous le savez très bien, tout ça est faux. La contribution, elle augmente parce que mathématiquement, on a un effet de vase communicant entre les participations des villes. Ça n'a rien de surprenant, c'est complètement mathématique, donc vous levez un loup qui n'en est pas un. C'est pas du tout flou, comme dirait Madame Oschmeid de temps en temps. C'est complètement mathématique et sur lequel, si vous le souhaitez, eh bien, on pourra revenir. L'excédent étant en baisse, mécaniquement, le niveau des contributions augmente et c'est pas plus simple que ça, malheureusement. Alors, ensuite, sur la taxe foncière, je suis ravie de vous entendre dire que... Bon, alors, je vous laisse vos propos sur les ministres, sur etc. Bien sûr, et vous le savez très bien, enfin, je suis... pour le coup, très en phase avec vous sur le fait que, bien sûr, que les collectivités sont à la peine ces dernières années parce que régulièrement, et on le dit dans chaque budget, on ne veut pas que les collectivités soient la variable d'ajustement des finances publiques puisque nous sommes les seuls à faire en sorte que nos budgets soient votés à l'équilibre et que l'État ne devrait pas, à ce jour, faire en sorte de venir ponctionner dans les finances locales. Vous ne pouvez pas dire ça, vous savez très bien que depuis des années, ça fait partie des sujets que je mène, même à un niveau national, en lien avec les parlementaires qui défendent les collectivités. Et donc non, une tribune sur ce sujet dans un budget local n'a pas sa place, c'est la raison pour laquelle elle n'y est pas, et qu'on pourrait par ailleurs en parler pendant là aussi quelques temps. Néanmoins, je voudrais revenir sur la taxe foncière. Là aussi, ce que vous dites est partiel, parce que ça fait 5 ans qu'on n'a pas augmenté la taxe foncière, alors même que vos voisins parisiens l'ont augmenté, rappelez-moi, de combien de pourcents en un an? Vous vous souvenez? Plus de 20%, si ma mémoire est bonne. Nous, on ne l'a pas fait. D'accord ? On ne l'a jamais augmenté, la taxe foncière, depuis 5 ans. Et pourtant, on a été successivement à la manœuvre pour faire en sorte que nos services se réorganisent, qu'on augmente l'efficacité de nos organisations et que les Vincennois n'aient pas justement ce poids-là sur les épaules année après année, alors même que nous continuons d'investir et nous continuons d'investir sur tous les secteurs et dans tous les quartiers, puisque nous avons des projets d'investissement lourds qui vont être portés encore pendant des années et qui concernent la totalité des quartiers de Vincennes. Donc la taxe foncière, c'est effectivement un sujet sur lequel nous sommes extrêmement fiers parce que pendant 5 ans, eh bien, nous faisons partie des rares villes de France qui n'avons pas augmenté la taxe foncière et les impôts locaux. Ça faisait partie de notre projet. Nous ne les avons absolument pas augmentés. Je vous rappelle, puisqu'on en est à l'heure des bilans sur l'année, que le seul acte de voter en Conseil de territoire l'augmentation de la taxe des ordures ménagères, qui était de votre fait, parce que si vous n'aviez pas voté, eh bien nous n'aurions pas augmenté la taxe des ordures ménagères. Eh bien oui, ça c'est parce que vous avez voté cette taxe que la taxe des ordures ménagères a augmenté à Vincennes. Mais ce n'est certainement pas lié au fait que la taxe foncière est augmentée à Vincennes, puisque depuis des années, elle n'augmente pas. Voilà, pour le reste... Je vous laisserai dire d'autres contre-vérités, mais je vais les passer ce soir parce que j'ai le sentiment qu'à force de répétition, ça n'avance pas. Donc, eh bien, écoutez, vous resterez avec vos questions. On va mettre aux voix. Qui est pour? On va le voter comme ça. Oui, budget principal, oui. Merci. Les budgets annexes dans la totalité, sauf si vous voulez des votes différenciés. Oui, Madame Oschmeid. Oui, moi j'avais la question. Dans la mesure où Pompidou, il n'y a plus de spectacle, je pensais que l'enveloppe, je pensais que l'enveloppe de ce fait allait diminuer pour les spectacles vivants. Or, elle augmente. Donc, les spectacles, ça va être vraiment des spectacles de rue ou vous avez trouvé un autre endroit pour les installer? Ou peut-être dans le château, remarquez. Non, l'année dernière, on n'était déjà plus à Pompidou. Donc, en fait, ça correspond au budget relatif notamment au spectacle dans l'auditorium.
Ça n'a pas bougé par rapport à l'année dernière. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder par rapport aux années précédentes. Mais par rapport à l'année dernière, on a marginalement des augmentations parce qu'on a peut-être, en fonction des dates de spectacles, 1 ou 2 spectacles qui peuvent être ajoutés. Mais globalement, on est à peu près sur la même dynamique que l'année dernière. Et effectivement, avec juste l'auditorium ou des spectacles de rue, par ailleurs, que vous connaissez bien. Mais en fait, on avait déjà changé de budget parce que l'année précédente, il n'y avait déjà pas Pompidou. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres budgets annexes? Non? Alors, on va sur lequel vous voulez un vote séparé? Vous voulez tous les séparer? Non, on fait un vote commun sur les budgets. On n'a pas voté sur le budget principal déjà, je pense. Ah, pardon. Il y a eu qu'un vote. J'ai oublié les abstentions et les contre, c'est ça? Alors, on va le refaire. Donc, pour le budget principal, qui est pour? Qui s'abstient? Et qui vote contre? Merci. Alors, on va... Sur les budgets annexes, on les sépare ou on ne les sépare pas? Non? Alors, pour la totalité des budgets annexes, qui est pour? Alors... On va séparer le dôme. On peut dissocier le dôme? Le dôme, très bien. Donc, tous les budgets annexes, sauf le dôme, qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Et sur le budget du dôme, qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. Le taux de fiscalité directe locale, Monsieur Girard. Voilà, en conséquence directe du budget, il est proposé de voter, comme je le disais tout à l'heure, les taux 2025 de la fiscalité directe locale en stabilité par rapport à l'an dernier, et principalement, parce que c'est le plus important, le taux de taxe foncière de 34,18%, qui est sous la moyenne départementale, en stabilité en 2025. Merci. Y a-t-il des remarques? Oui, Monsieur Bernier-Gravat. Bon, je m'excuse si je m'arrête pour boire une petite gorgée d'eau. Moi, je veux bien qu'on revienne une dernière fois sur ce totem, parce qu'effectivement, on n'a pas la même lecture de l'histoire Madame la maire. Moi, j'ai récupéré les échanges au Conseil de territoire en question, et donc je me permets quand même de rappeler à la salle que le taux de TOM fixé doit couvrir au plus près le coût de ramassage et de traitement des déchets. Donc Vincennes avait un taux historique. Au moment du passage de la compétence au territoire, vous avez fait le choix opportunément quelques semaines avant de diminuer ce taux de manière à dire aux Vincennoises et Vincennois « j'augmente du même montant notre taxe foncière et pour vous l'opération est nulle ». Moi j'ai regardé les échanges du Conseil de territoire en question. Vous proposiez avec des collègues maires, vous étiez pas toutes et tous, même de votre sensibilité, sur la même position, de faire un scindage, de scinder les villes en 2 groupes et de fixer pendant 10 ans un taux différencié. Il se trouve que l'élu, M. Veil, qui a pris la parole pour défendre votre hypothèse, a fixé un taux TOM objectif qui était supérieur à celui de Vincennes. Et donc je ne comprends pas comment vous pouvez dire aux Vincennoises et Vincennois que le taux de TOM n'aurait pas bougé pour Vincennes si j'avais, et d'ailleurs ce n'est pas ma voix qui était déterminante, mais celle des élus écologistes, si notre voix s'était portée sur votre option, ça n'aurait pas entraîné d'augmentation du taux de TOM, parce que l'option que vous défendiez comportait déjà une augmentation par rapport au taux de TOM en vigueur à Vincennes. Vous pouvez dire le contraire, moi j'ai regardé les échanges et je suis très serein sur cette position, sachant que nous étions au courant à l'époque que les charges liées au traitement des déchets allaient augmenter les années suivantes, heureusement en raison de l'augmentation des contraintes réglementaires. Merci. Alors, il se trouve que moi aussi, j'y étais et que j'ai particulièrement travaillé sur cette question puisque je faisais partie du groupe de travail qui a vraiment travaillé sur ce sujet. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce qu'en fait, dans une des 2 options, qui était effectivement le fait de scinder en zones, pour lesquelles vous avez voté contre, d'accord ? Et en fait, ce vote n'a donc pas été accepté par l'Assemblée parce que vous avez voté contre. Et si vous aviez été voté pour, on ne va pas refaire l'histoire, mais si vous aviez voté pour, on aurait scindé en zone. Et dans ce cas, le taux de TOM de la ville de Vincennes aurait été bien plus bas et à peu près flat pendant quelques années. C'est ça l'histoire. Plus bas, mais ne dites pas que le taux aurait été inchangé pour les Vincennoises et Vincennois. Ça n'est pas le taux qui avait été cible, qui avait été fixé par M. Veil.
Donc, et M. Veil, il fixait aucun taux. C'était un calcul qui était fait par les autorités, enfin par la direction des finances. On pourrait en rediscuter pendant des... L'option que vous défendiez avait un taux plus élevé que celui que vous annoncez au conseil municipal. Il se trouve qu'en votant contre, vous avez vous-même pénalisé les Vincénoises et les Vincénois. Voilà, c'est juste ça la réalité. Allez, on va mettre au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. On passe au point suivant. Donc, le point suivant, comme chaque année, l'attribution de subventions communales 2025 aux associations de différents types pour un montant, vous le voyez dans la note, d'environ 8 millions d'euros répartis par grande catégorie et pour les principales d'entre elles qui sont mentionnées, donc notamment, parce que c'est assez large, hein, ça inclut aussi le CCAS, vous l'avez vu, la Caisse des écoles comme chaque année, et l'amicale du personnel territorial de la ville. Donc le tout pour un montant de 7,9 millions. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ces attributions de subventions ou des remarques? Vous en avez probablement débattu en commission. Monsieur Sester? Est-ce qu'il y a des nouvelles associations ou plutôt, il me semble que l'AFABACH, c'est ça qu'on avait dit, n'était pas l'année dernière, c'est ça? Être la Grand Paris. Ou Être la Grand Paris également. Être la Grand Paris, donc est-ce qu'on pourrait au moins avoir... là, on vote bien le détail des subventions, hein, on est d'accord, à chaque association. Donc il me semble que il y a une association qui s'appelle l'AFABACH. Oui, c'est la Fabrique Shakespeare et elle faisait déjà l'objet d'une subvention, okay. Mais comme c'est quelque chose qui est tous les 2 ans, peut-être que l'année dernière vous ne l'avez pas vu effectivement dans le budget, mais c'est une association qu'on subventionne puisque le festival est tous les 2 ans. Et c'est la Fabrique Shakespeare, c'est le festival qui a lieu en ce moment. On a un vrai problème de son, pardon, c'est assez pénible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sens Madame Balagnarana hésiter. Oui, mais c'est pas nouveau. Ça va être. Alors déjà une remarque entre la note et la délibération, c'est perturbant parce que la note présente des subventions qui vont être délibérées dans d'autres délibérations bien plus loin. Et la délibération du point avec la note correspond à des associations qui apparaissent, enfin bref, c'est un peu déstabilisant. Cependant, la remarque concerne les associations confessionnelles de jeunesse. Bien entendu, je me suis déjà exprimée là-dessus, sur tout ce qui est scoutisme. Voilà, je préfère que l'argent public reste au public, au laïc. Voilà, donc tout ce qui est scout, il y en a 3. Je souhaite que ce soit à part. Voilà. Donc vous demandez une dissociation pour les scouts, c'est ça? D'accord. Et d'autres associations, pour faire rire un petit peu, on va reparler du Yacht Club, du Royal Yacht Club. On va faire un vote libre pour le golf. Et voilà, donc on va demander la dissociation. C'est trop petit, j'ai mon autofocus qui déraille là. Donc le Yacht Club, Scout d'Europe, Airshot, Prima la Musica et alors Être là, Grand Paris, on ne savait pas trop ce que c'était. Entendu. Être là, Grand Paris, qu'est-ce que c'est que cette association? Désolée, j'ai pas entendu. Être là, mais je peux peut-être faire. Être là, Grand Paris. Qu'est-ce que c'est quelle est cette association? Elle est où? Dans les associations sociales, à peu près au milieu du tableau, avec une subvention de 500 €. Oui, c'est une association pour les soins palliatifs. C'est pour la fin de vie. Ok. Pardon, j'avais pas le nom, parce que ça a changé de nom, donc effectivement. D'accord, merci beaucoup. Donc oui. Alors, on va mettre aux voix la totalité des associations, sauf les scouts de France, d'Europe, c'est ça,
l'association de golf, le Yacht Club et Prima la Musica. C'est ces 5-là pour lesquels vous souhaitez un vote dissocié? Oui. Alors, on va commencer par la totalité et puis on reviendra sur les associations spécifiques. Alors, sur les autres associations que celles que je viens de citer, qui votent pour? Unanimité, merci beaucoup. Pour les associations de scouts, donc les scouts de France, qui votent pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Pour les associations scouts d'Europe, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Pour l'association de golf, qui vote pour? Airshot. Qui s'abstient? Qui vote contre? Pour le Yacht Club, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Et enfin, pour Prima la Musica, qui vote pour? Qui s'abstient? Donc, pas de vote contre. OK, merci beaucoup. J'attendais que ça se stabilise. Et je crois qu'on a fait le tour des associations que vous souhaitez dissocier. Non, j'ai oublié, pardon. Oui, dans les scouts et guides de France, mais je pense que c'est le même vote. On ne dissocie pas Jacques Deschamps de Saint-Louis de Vincennes, c'est pareil? OK, ça marche. Merci beaucoup. Eh bien, nous passons au point suivant. Donc la délibération concernant les avenants aux conventions qui lient la ville aux associations qui perçoivent plus de 23 000 €, donc comme chaque année, en l'occurrence les quatre structures Festival America, Vincennes en concert Prima la Musica, Espace Daniel Sorano et Solia, pour lequel donc il vous est proposé de voter d'approuver le montant des subventions et d'autoriser Madame le maire à signer les avenants correspondants. Merci. Souhaitez-vous qu'on dissocie les votes et avez-vous des questions? Ça marche. Pas de questions. Sinon, alors on va mettre au vote pour Festival America, Espace Daniel Sorano et Solia, qui est pour, qui s'abstient, je ne crois pas qu'il y ait d'abstention, non. Et pour Prima la Musica, qui vote pour, qui s'abstient. Merci beaucoup. On passe au point suivant concernant l'octroi de la garantie de la ville de Vincennes. Voilà, comme chaque année, une délibération technique qui permet d'emprunter auprès de l'agence France Locale. Quand on emprunte 1 €, on garantit aussi 1 € pour la collectivité des collectivités membres de l'agence. Donc on vous propose d'accepter l'octroi de cette garantie par la ville de Vincennes. Merci. Délibération classique, sauf si vous avez des questions, on met aux voix. Qui est pour? Unanimité, merci beaucoup. On passe au point suivant sur le rachat d'une action de la Vincem. Absolument. Donc, nous avions une des actions de la Vincem qui était possédée par Monsieur Louis Chevalier. Suite à son décès, cette action détenue par ses successeurs en indivision a été rachetée par la Vincem en 2024 pour 7 559 €. La ville a proposé au conseil d'administration de la Vincem de racheter cette action. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le rachat de cette action détenue par la Vincem au prix de 7 559, c'est-à-dire le prix d'acquisition initial. Merci. Y a-t-il des questions? C'est une délibération technique. Oui, Monsieur Ribet. Oui, on est heureux d'apprendre qu'il y avait une action comme ça de la Vincem qui était un petit peu dans la nature. S'il y en avait eu publicité, nous aurions peut-être été intéressés. On se serait cotisé pour la racheter, pour pouvoir enfin siéger au conseil d'administration, ce que vous nous refusez depuis des années. Mais vous n'en avez pas fait publicité, donc on va voter contre cette délibération. Mais si vous souhaitez nous la vendre, on peut peut-être faire une contre-proposition qui pourrait, du coup, serait intéressante pour les budgets de la ville. Enfin voilà, si vous voulez, on en reparle. Elle vaut très très cher, celle-ci, en l'occurrence. Bien. Merci. Allez, on va mettre aux voix qui est pour, qui s'abstient, qui vote contre. Merci beaucoup. On passe au point suivant.
qui concerne une remise gracieuse de dette du lycée d'enseignement professionnel Jean Moulin. Le lycée partage historiquement avec l'école élémentaire du Sud le même réseau de distribution de fluides. Conformément à une convention de 1974 et actualisée en 1979, la ville refacture à l'établissement les charges récupérables. Les charges, par exemple, au titre de l'année 2024, au titre de l'année N-1, s'élèvent à 91 314 €. Il y a eu une hausse significative des charges ces dernières années, ça ne vous a pas échappé. Par ailleurs, la ville a changé de fournisseur, c'est la même année, en 2023, que le contexte international en Ukraine. Moyennant quoi, les dotations octroyées par la région se sont avérées insuffisantes. L'établissement a pu régler en totalité les charges du second semestre 2023, mais partiellement celles du premier semestre 2023, cette fois-ci, à hauteur de 4 706 €. Étant dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette restante due, l'établissement Jean Moulin a sollicité auprès de la municipalité une remise gracieuse pour la dette au titre des charges récupérables du premier semestre 2023 pour un montant total de 40 102 €. Au regard de cette situation exceptionnelle, et afin de ne pas pénaliser les conditions pédagogiques et d'accueil des élèves au sein de l'établissement, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par le lycée pour la dette restant due, donc d'un montant de 40 102 €. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Hauchemaille. Bon, eh bien, écoutez, déjà, je vous félicite parce que ça a dû être vraiment dur, le numéro de claquette pour nous faire passer en conseil municipal les 40 000 € pour un lycée qui, normalement, est de la responsabilité de la région, donc de Madame Pécresse, mais enfin, ça, c'est une parenthèse, qui dit à tout le monde qu'elle n'a jamais autant fait pour les lycées d'Île-de-France. On en voit une preuve flagrante. Donc, je ne vous cacherai pas qu'on va voter contre. Et si mes petits copains, mes petits collègues sont réalistes et honnêtes avec eux-mêmes, ils devraient faire comme nous. Parce que vraiment, je comprends que la ville de Vincennes veuille se libérer d'une dette qui va traînouiller comme ça, mais ce n'est pas des compétences de la municipalité, c'est la région. Et tout le monde le sait. Donc, je vous admire pour ce numéro de claquette, mais on va voter contre. Mais alors, justement, je me posais la question, parce qu'il y a aussi l'inspection académique où c'est fini dans cet établissement, à l'école du Sud. Alors, l'académie, il paye quelque chose ou pas? Parce que quand on nous menace, quand on dit que ça va arrêter le chauffage dans le lycée, interrompre la pédagogie du lycée... Bon, c'est vraiment nous prendre pour des... Bon, je ne dirai pas ce que je pense et ce que tout le monde doit penser, parce que moi, je crois dans cette assistance, il y a quand même des gens qui trouvent que c'est un peu trop. Alors, en plus, quand on est du CCAS, d'ailleurs, je vous remercie, l'augmentation légère, mais l'augmentation du budget du CCAS, quand on fait partie du CCAS et qu'on a subi, qu'on a ce matin eu des dossiers où on a risqué de pleurer sur certains dossiers, je vous certifie que ces 40 000 € restent encore plus en travers de la gorge du budget, parce que ces 40 000 € seraient bien, des fois, dans certaines situations. Et là, je fais appel à tous mes copains qui ont siégé ce matin au CCAS, où ça a été particulièrement difficile. Voilà, c'est tout. Mais donc, on va voter contre, mais comme vous allez tous voter pour, mais alors après, il ne faudra pas râler, hein. Merci. Alors en fait, il ne s'agit pas du tout d'un numéro de claquette. C'est simplement qu'en fait, on a une problématique de séparation de réseau qui n'est pas résolue. Et donc en fait, on facture à la région potentiellement des dépenses qui ne leur reviennent pas. Pourquoi? Parce que un lycée ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires. D'accord? Or, aujourd'hui, on est incapable de séparer les réseaux et donc le chauffage continue de tourner dans le lycée quand nous avons le centre de loisirs qui fonctionne, ce qui est le cas à toutes les vacances scolaires. Et donc, quand on a commencé à voir arriver les factures cette année, parce que d'habitude c'était plus simple et qu'on a mis le nez dans le sujet de manière beaucoup plus approfondie, on s'est rendu compte qu'effectivement on avait séparé une partie des réseaux mais pas tous les réseaux et que donc en fait on faisait peser une partie de la dépense sur les charges de la région qui de fait ne se justifiait pas parce qu'on ne pouvait pas arrêter,
que de leur côté, ils ne pouvaient pas arrêter le chauffage pendant les vacances scolaires, ou en tout cas le baisser de manière significative, parce que nous avions, nous, nos centres de loisirs, et qu'il faut bien qu'on chauffe nos centres de loisirs. Donc c'est cette discussion-là qu'on a eue avec eux. Il ne s'agit pas du tout d'un numéro de claquette, c'est juste d'une règle de 3 entre les différents protagonistes sur le fait qu'effectivement c'est à peu près la part qu'il leur reviendrait qu'ils ne devraient pas payer si effectivement on avait des réseaux séparés. Depuis, on a regardé ça, les travaux sont en cours, on est en train d'avancer sur la totalité des séparations de réseaux, que ce soit l'eau, l'électricité, etc., des compteurs différents, ce qui n'était pas le cas. Et donc, en fait, on avait une règle antérieure qui ne fonctionnait plus, en fait. Et donc là, effectivement, dans la perspective du contexte international et donc de l'augmentation des coûts, on a mis le doigt, ça arrive sur des dysfonctionnements qui existent depuis des années et sur lesquels on aurait dû travailler depuis un petit moment. Voilà. Notre mea culpa sur la question, mais ce n'est en rien un numéro de claquette. Moi, je vais vous répondre. Je fais totalement confiance et à votre administration et à vous-même. C'est-à-dire, j'ai peut-être tort, mais c'est-à-dire que ça se gère très bien par convention. J'ai géré ça quand j'étais au service financier de l'université avec des bouts d'université qui étaient un petit peu partout avant les fusions. Et il y a une convention qui dit tant de mètres carrés, c'était les réseaux communs, tant de mètres carrés, tant de ceci, tant de cela, et machin paye et tout. Et après, ceux qui ne voulaient pas payer, on les menaçait, et puis si ça n'allait pas, ça montait au recteur. Mais là, le lycée, c'est du ressort de la région. Alors, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'occupe aussi de... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi sa convention, c'est le lycée. C'est pas l'administration de Vincennes, ça je n'y croirais jamais. Mais c'est le lycée qui n'a pas suivi. Alors, je ne parle pas du proviseur, je comprends parfaitement les histoires de tuyauterie, de centres de loisirs et tout, ça je peux le comprendre, mais justement dans la convention, ça a dû être réfléchi au moment X, Y, j'y crois pas. De toute façon, c'est pas grave. Mais non, Vincennes est trop carré pour ça. Trop carré pour ça. Bon, maintenant c'est la région. Je trouve que Mme Pécresse, ou tout du moins la région, pourrait au moins payer ces 40 000 euros. Si pour elle, c'est pas grand-chose, pour nous, Vincennes, c'est quelque chose. Mais la région a pris à sa charge une partie des dépenses, puisqu'elle a déjà abondé de quasiment 15 000 euros sur les dépenses en question. Mais effectivement, c'est des dépenses imposées par la ville à la région, clairement, parce qu'on n'est pas capable, nous, dans le cadre de nos réseaux, d'arrêter sur un certain nombre de périodes. Donc on a fait une règle de 3, qui est une règle de refacturation. Voilà, je peux pas vous expliquer autrement, c'est juste ça. Voilà. C'est pas du tout un numéro de claquette, c'est un numéro de réalité quotidienne de la façon dont fonctionnent parfois des bâtiments qui sont imbriqués les uns aux autres, et en l'occurrence dans un contexte qui met la lumière sur une augmentation de coûts, comme on a pu en connaître sur le gaz notamment, eh bien ça se voit un peu plus que les autres années. Voilà, le mystère est levé. Oui, Madame Balanier-Ranin. Alors, pour continuer sur un petit peu la même idée, je voulais savoir quelles mesures la ville a-t-elle prises ou va-t-elle prendre ou peut-elle prendre pour obtenir le remboursement de cette remise gracieuse ? Mais c'est pas un remboursement, en fait. C'est qu'on a fait payer potentiellement à la région quelque chose qu'elle ne devait pas payer, puisque un chef d'établissement ou une région ou n'importe quoi, il baisse le chauffage quand les enfants sont pas là. Là, il ne pouvait juste pas le faire. Voilà. Donc c'est assez basique en fait. Donc on va prendre des mesures pour faire en sorte que, on va avoir des compteurs séparés, des réseaux séparés, etc. Ce qui n'était pas le cas jusqu'alors sur tous les fluides. Et ensuite on reprendra une convention plus claire et surtout qui datera d'un peu moins d'années que celle qui est actuellement en cours. Allez, on va mettre aux voix qui est pour. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. On passe au point suivant. Le dernier point concernant une création de tarifs pour un événement estival au Château de Vincennes entre la mi-juillet et début août.
vous a pas échappé que l'année 2024 a été une année assez faste en matière d'événements pour Vincennes, concernant avec la flamme olympique, le contre-la-montre cycliste, la fan zone qui a accueilli plus de 155 000 personnes, et enfin à l'automne la première édition de Vincennes Château en Lumière qui a réuni plus de 46 000 visiteurs. Cette année, en 2025, la ville a souhaité de nouveau pouvoir proposer aux Vincennois mais aussi aux visiteurs franciliens une animation de grande ampleur en proposant un rendez-vous estival mêlant la culture et le sport avec une programmation artistique variée, tout ça au château de Vincennes. Pour accompagner cet événement, la ville entend confier la conception, l'installation et l'exploitation de celui-ci, de cet événement, à un prestataire dans le cadre d'une procédure de marché public en cours. Ce temps fort devra répondre aux objectifs relevant de plusieurs politiques municipales, qu'elles relèvent du sport et de la jeunesse, de la culture ou encore de l'attractivité du territoire et des relations internationales, déclinés selon plusieurs axes principaux. Un événement accessible à tous, du sport pour tous, un rayonnement culturel et patrimonial, un espace public qualitatif et aux usages partagés, une ville tournée vers l'international. Afin de répondre à ces objectifs précités, 4 grands espaces devraient être proposés sur le site. Tout d'abord, une zone de retransmission de matchs et d'épreuves sportives et de séries cultes, une zone d'activités sportives, parcours ludiques et pratiques collectives, comportant notamment un espace aquatique, un espace scénique pour une programmation de concerts, et enfin, un espace restauration conviviale et ouvert à tous, dans lequel sera proposée une offre alimentaire diversifiée. Dans le cadre de cette organisation, la ville de Vincennes s'attache à offrir, notamment aux acteurs de la commune, l'opportunité de participer à cet événement par la confection, la fourniture, la promotion et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons destinées à la consommation sur place et ou à emporter. Outre le fait de proposer une offre de restauration diversifiée et de qualité, l'objectif est également de promouvoir le commerce et l'artisanat de proximité. Un appel à candidature sera prochainement lancé. Celui-ci fixera les modalités de participation aux frais de fourniture des différentes installations qui seront mises à la disposition des restaurateurs. La ville veillera par ailleurs à ce que l'offre de restauration soit diversifiée et proposée à des tarifs accessibles au plus grand nombre. Il en ira de même pour l'accès aux activités sportives et culturelles qui sera gratuit pour tous les publics, à l'exception des activités aquatiques qui feront l'objet d'une tarification symbolique visant surtout à réguler et fluidifier la fréquentation de ces espaces. Enfin, afin de favoriser les actions partenariales et le cofinancement de cet événement, la ville proposera une grille tarifaire permettant aux entreprises d'assurer leur visibilité sur différents supports de communication. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création de tarifs pour l'événement estival qui se tiendra au château l'été prochain. Merci. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Ribet. Oui, on avait quelques questions et puis une petite remarque au préalable. Je suis désolé, c'est de par mon activité professionnelle. L'espace club du Château de Vincennes a eu énormément de succès, mais il n'arrive que 3e derrière le Club France de la Villette et la terrasse des Jeux de l'Hôtel de Ville de Paris. Je suis désolé, mais c'était aussi un Club France en fait, mais sauf qu'on l'a pas appelé comme ça. 400 000 visiteurs. Voilà, pour vous donner les chiffres. On se posait la question de savoir est-ce que les activités qui habituellement l'été se tiennent devant l'hôtel de ville, sur le parvis de l'hôtel de ville, seront transférées au château, dans cet espace. Et puis, on ne partage pas forcément le fait que la régulation de l'espace aquatique passe uniquement par le paiement, même modeste, d'une contribution. Il y a bien d'autres façons de réguler ces espaces. Et encore une fois, je me réfère à ce que fait la ville de Paris depuis des années avec ses baignades à la Villette et ses futures baignades en Seine, où ce sera entièrement gratuit. Je suis désolée, j'entends un mot sur deux, donc j'essaye de deviner ce que vous êtes en train de me dire.
Sur les activités, si j'ai compris votre question, c'est est-ce que l'oasis habituelle, c'est ça, de l'été passe au château? Oui, comme l'année dernière. En fait, on transfère l'activité qui avait lieu sur l'esplanade de l'hôtel de ville dans le château, puisque dans le même esprit que ce que nous avons fait sur la fan zone lors des Jeux Olympiques, c'est avant tout un lieu de détente et un lieu de découverte pour une partie des publics, notamment les publics jeunes, autour d'un certain nombre de sports qui peuvent être soit des sports d'animation ludique, soit à l'inverse des apprentissages comme le tir à l'arc, comme des choses assez simples ou l'escalade, etc. Donc on a un peu le même esprit que ce qui était fait sur le club 2024 pour les Jeux Olympiques. Au-delà de ça, il y aura des espaces sportifs qui ne seront pas réservés aux jeunes, mais plutôt aux adultes et ou aux ados, qui sont plutôt des jeux collectifs du type beach volley ou autre chose de cette nature, et qui seront moins proches de ce que nous avons l'habitude de voir sur le parvis de la mairie, qui était vraiment quelque chose qui était tourné vers les jeunes, ou en tout cas la petite enfance et l'enfance. Et là, on ouvre vraiment sur le type de public en diversifiant les possibilités d'activités qui seront proposées. Sur la zone aquatique qui semble se dessiner, en fait, alors j'ai pas entendu ce que vous avez dit sur la ville de Paris, mais manifestement il y a un système qui permet de réguler. Vous m'en parlerez parce que j'ai pas entendu. Ce qui est certain, c'est que on a du mal à gérer. Enfin, ça c'est notre expérience patinoire pour le coup. La gratuité ne nous permet pas nécessairement de gérer les flux et notamment les jauges correctement. On s'est rendu compte que le fait est que quand on réserve mais qu'on ne paye pas, très souvent en fait on ne vient pas. Alors, on a décidé d'apporter une modeste contribution des Vincénois ou des Franciliens sur cet espace aquatique. Ça nous semble être raisonnable. Alors, on n'a pas encore fixé le montant, mais quand on vous dit modeste, c'est vraiment modeste. C'est plus pour éviter justement d'avoir à gérer ce surbooking ou ce no-show dans des zones dont on sait qu'ils vont être extrêmement fréquentés pendant l'été. Voilà pour répondre à votre question. Pour le reste, on est en train de monter un programme culturel assez divers qui nous permettra de toucher là aussi l'ensemble des publics, que ce soit des jeunes, mais aussi jusqu'aux plus âgés d'entre nous. Et puis avec une zone de restauration qui soit une zone conviviale comme elle l'était pendant la fan zone 2024, avec là aussi, parce que ça, nous avons sorti ça du marché, un avantage, ou en tout cas un souhait très clair de faire intervenir les commerçants vincénois dès lors qu'ils le peuvent, puisqu'on est au mois de juillet, donc pour eux c'est parfois compliqué, mais en tout cas que l'offre soit d'abord et prioritairement une offre de commerçants locaux. On va faire un appel à candidature prochainement pour faire en sorte que nos commerçants puissent évidemment venir sur cette zone pendant l'été, enfin en tout cas pendant le mois de juillet et le début du mois d'août, et proposer aux Vincénois une offre de restauration de qualité à des tarifs raisonnables. Voilà ce que je peux vous dire sur cet espace. Il y a peut-être d'autres questions, mais je ne les ai pas entendues. Je m'excuse. Madame Gall. Oui, je voulais savoir ce que vous entendez par espace aquatique. Qu'est-ce que vous imaginez? Comme l'année dernière ou autre chose? On s'oriente plutôt, dans le cahier des charges que l'on a publié, on est plutôt sur une piscine en fait, pas très profonde, peut-être 1 mètre, qui par ailleurs nous permettra aussi de compenser la fermeture du dôme pendant l'été et d'avoir un espace ludique dans le château. Donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs propositions, mais à la fois une piscine, l'équivalent d'une piscine pour tous les âges, et puis des espaces aqualudiques qui ne sont pas forcément des espaces dans lesquels on peut nager, mais qui sont en rapport avec l'eau. Voilà. Vous avez un problème. Alors dites-moi pourquoi vous seriez contre. De faire payer cette activité, alors que pour les tarifs, pour les food trucks, les trucs comme ça, on est d'accord, mais pour tout ce qui est activité payante, on n'est pas tellement pour, quoi. On n'est même pas pour du tout, même. Ouais, c'est une toute petite partie de ce qui sera proposé sur la zone.
Et on est dans une compensation, en fait, notre sujet, c'est vraiment la réservation, le système de réservation. Ouais. Et puis, par ailleurs, c'est comme si vous entriez à la piscine, en fait. Ouais, c'est comme la patinoire, quoi. Oui, alors, comme on était et par ailleurs, il y aura tout un tas d'autres activités pour tous les âges gratuits à côté, clairement. Bon. Ok, je vais... Excusez-moi, mais pour mémoire, la réservation pour la patinoire se fait par plage horaire et il faut s'inscrire un petit peu en avance. On pourrait avoir exactement la même chose pour exactement, oui. C'est un système de pré-réservation. Oui, mais en fait, on a une telle demande que quand vous ne faites pas payer, en fait, on avait fait ça, je crois, c'était pendant le Covid ou juste après le Covid. En fait, le fait de ne pas faire payer, même symboliquement, on avait des taux de no-show, de gens qui ne viennent pas alors qu'ils ont réservé, qui étaient énormes. Ils s'inscrivent, mais ils ne viennent pas. Et donc, en fait, on se retrouve avec des espaces qui sont en partie vides, puisque comme on ne fonctionne que sur réservation et qu'on n'a pas un système d'entrée parallèle, entre guillemets, on se retrouve avec des espaces qui ne sont pas utilisés. Donc, c'est... Allez, on va mettre... Donc là, on vote pas pour le principe de la fan zone, enfin l'équivalent, on vote juste sur la création de tarifs, d'accord ? Qu'on soit clair. Allez, qui vote pour ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. On passe au point suivant. Et pour le coup, c'est Monsieur Beuzelin. Oui, donc ça porte sur la convention d'objectifs pluriannuels avec l'amicale du personnel territorial de la ville. Donc comme on l'a vu précédemment, dès l'instant où la collectivité attribue une subvention dont son montant annuel est supérieur à 23 000 €, il convient donc de conclure une convention avec l'organisme qui est bénéficiaire, donc au cas particulier, donc l'amicale du personnel. Donc la convention qui lie actuellement l'amicale du personnel et la ville arrive à échéance en avril 2025 et la ville souhaite bien entendu continuer à apporter son concours à l'amicale qui a pour objet, comme vous le savez, la création de liens d'amitié, d'entraide et de solidarité entre ses membres, sans considération de fonction. Et il convient donc de procéder, de notre point de vue, au renouvellement de cette convention, donc qui est dans la délibération fixée à un montant de 430 000 € pour le fonctionnement et les prestations sociales, et 240 000 € pour les chèques vacances. Donc c'est sur ce point qu'il est demandé au Conseil de se prononcer. Merci. Avez-vous des questions ? Des remarques ? Non, on va mettre aux voix qui est pour... Ah, pardon, Madame Auchemaille. J'ai pas tellement bien compris, c'est-à-dire que l'année dernière, vous aviez donné un surplus de 50 €, c'est ça, dans les chèques ? Ça, c'est le point suivant. C'est le point suivant. Et ben voilà. On va mettre aux voix qui est pour. Unanimité, merci beaucoup. On passe au point suivant sur les prestations sociales. Alors sur les prestations sociales, donc la note fait un rappel assez exhaustif donc de la façon dont la ville a attribué donc dans les années précédentes les différents types de prestations, que ce soit celles donc gérées par l'amicale du personnel dont on va revenir tout à l'heure pour 2025, les bons d'achat, les différentes possibilités donc d'accès à des prestations à des tarifs privilégiés pour les personnels. Et puis au final, donc ce qui nous intéresse, donc et pour revenir à la question que vous posiez, donc je rappelle qu'en 2024, donc la subvention qui a été allouée à l'amicale du personnel a été réévaluée pour lui permettre d'augmenter la valeur des chèques vacances à hauteur de 50 € par agent, afin de proposer désormais des chéquiers de vacances à un montant de 400 €, donc contre 350 € précédemment, et ce sans augmentation de la participation des agents. Et en 2025, le montant donc des chéquiers vacances est maintenu à hauteur de 400 €. Et par ailleurs, il est indiqué dans la note que les mesures sociales se rattachant au développement durable. Dans ce cadre-là, les ordinateurs réformés de l'administration municipale sont proposés aux agents et cédés à un prix de 10 € sur la base de critères sociaux. Et pour mémoire, donc 36 agents ont pu en bénéficier en 2024. Je suppose que vous parliez de ces 50 € là tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Mais il n'y avait pas quand même une bonification. Alors, je n'étais pas à la commission finance, donc ça a été discuté, mais je ne sais plus où j'ai lu en préparant. Il y avait quand même une bonification de 100 € l'année passée sur ces chèques vacances. Ou alors je me trompe peut-être. Et il y avait la bonification a été supprimée. Et du coup, il y a cet avantage de 50 € qui a peut-être été rajouté. Ou donc ça revient à la même chose. C'est ça la question. Ça, on va mettre aux voix. Qui est pour ?
Unanimité, merci beaucoup. On passe au point relatif au domaine, Monsieur Bensoussan. Le terrain de la cité industrielle a été divisé en 3 lots. Le premier lot sur lequel a été construit le lycée, le deuxième lot, on a construit le gymnase, et sur le troisième lot, il va y avoir un programme immobilier de 45 logements, dont 21 logements sociaux affectés en priorité au personnel soignant. Cet immeuble va être aligné sur les immeubles voisins, ce qui fait qu'il reste, donc il est côté rue Angélique de France, il reste un petit triangle de 19 mètres carrés, qui est le long de la rue Angélique de France, qui est une voie départementale. Donc je vous propose que l'on cède au département cette petite bande de terrain. Voilà. Délibération très technique, mais nécessaire. Y a-t-il des questions? Non, on va mettre au vote qui est pour. Unanimité, merci beaucoup. On passe au logement social, Monsieur Lebeau. Alors, depuis 2008, la ville de Vincennes s'est engagée dans la valorisation de son patrimoine par la création de la zone de protection du patrimoine architectural et paysager, la fameuse ZPPAUP, qui a été remplacée en 2013 par les aires de mise en valeur du patrimoine, les AVAP, elle-même remplacée depuis 2016 par le site patrimonial remarquable. Alors, le site patrimonial de la ville de Vincennes couvre près de 65% de son territoire, mais depuis les années d'application, on fait ressortir des modifications à apporter dans le document initial, notamment pour permettre la prise en compte du développement des énergies renouvelables et de la rénovation énergétique des bâtiments, parce que la réglementation actuelle bloque systématiquement la possibilité de réaliser des isolations thermiques par l'extérieur sur des immeubles repérés comme étant intéressants ou remarquables, quand bien même toutes les façades ne présentent pas un intérêt architectural particulier. Par ailleurs, vous le savez, le périmètre du SPR a été identifié en zone d'accélération énergétique pour les panneaux solaires photovoltaïques et la géothermie. Ensuite, il faut également mettre en cohérence le document avec les textes réglementaires qui sont parus depuis et les documents d'urbanisme, en particulier le PLUI. Donc, au regard de cette analyse, il est proposé une révision du SPR et la ville peut demander au territoire Paris-Est Marne-et-de-Bois, qui est compétent en matière de PLUI, que lui soit déléguée cette révision. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal de solliciter auprès du territoire Paris-Est Marne-et-Bois la délégation de cette révision du site patrimonial remarquable. Merci. Y a-t-il des questions? Donc on est sur de l'ajustement de cette zone. Non, pas de remarques, pas de questions. On va mettre aux voix, c'est important. Qui est pour? Unanimité, merci beaucoup. On passe au point suivant. Toujours Monsieur Legault. Le point suivant porte sur le programme de répartition de l'excédent de liquidation de l'OPH de Vincennes pour l'année 2025. Comme vous le savez, par délibération du 3 avril 2024, le Conseil a approuvé l'avenant à la convention entre le préfet du Val-de-Marne et la commune relative à l'attribution de l'excédent de liquidation de l'ancienne OPH de la ville de Vincennes. Cette affectation, l'affectation de cet excédent est soumise à l'obligation pour l'attributaire de l'utiliser pour le financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logement social. Donc peuvent être financées dans ce cadre exclusivement les dépenses de subventions à les subventions à l'investissement pour la création de logements locatifs sociaux, les aides à l'amélioration et à la réhabilitation de logements locatifs sociaux, et il était également prévu l'augmentation du capital de la société d'économie mixte La Vincem pour son activité de bailleur social, et sous la condition expresse que les fonds correspondants soient affectés exclusivement et en totalité à la création de nouveaux logements locatifs sociaux. Alors, un programme a été présenté chaque année au préfet. Vous trouverez d'ailleurs dans le document, vous avez un bilan du tableau, un bilan des aides qui d'ailleurs ont permis la création de 518 logements depuis l'année 2018 pour un montant de subvention de 31 417 000 €. Donc pour l'année 2025, un nouveau programme prospectif détaillé doit être présenté au service de l'État. Il vous est donc, il est communiqué, il est fourni dans le dossier.
Et il vous est demandé donc d'approuver ce programme prospectif d'action et de répartition de l'excédent de liquidation de l'EPH de Vincennes pour cette année 2025. Merci. Délibération aussi classique qui nous permet d'avoir une visibilité sur la production annuelle mais aussi triennale. Je pense que ça répond à la remarque de M. Sester sur les constructions qui sont en cours et sur l'effort qui est fait par la ville sur ces questions de logements sociaux. Y a-t-il d'autres des questions, des remarques? Non, on va mettre aux voix qui est pour. Unanimité, merci beaucoup. Et on passe au point technique sur quelques adresses. Alors, il s'agit d'une surcharge foncière au bénéfice de la Vincem pour une opération de construction neuve de 7 logements sociaux au 39 avenue de la République. Donc, c'est une opération de 7 logements qui compte 3 PLAI, 3 PLUS et 1 PLS. Et pour assurer l'équilibre de cette opération, la Vincem sollicite auprès de la ville une subvention pour surcharge foncière de 280 000 €, en contrepartie de laquelle la ville disposera d'un droit de réservation de 2 logements, qui seront un T1 PLAI et un T3 PLS. On va peut-être faire les autres adresses, s'il y en a une autre. Le 43 de France, c'est aussi une... On fait la suivante. Oui. La délibération suivante concerne la société immobilière 3F, qui va réaliser une opération d'acquisition de 21 logements sociaux, 9 PLUS, 6 PLAI, 6 PLS, au sein d'une résidence de 41 logements au 43 rue de France à Vincennes. On en a parlé puisque c'est sur cette parcelle que, plutôt la parcelle correspondante a été fait l'objet de la cession qui constitue d'ailleurs une recette pour le budget de l'année 2025. Et ce qu'il faut dire également, c'est que cette résidence va être fléchée essentiellement pour accueillir du personnel de santé dans le cadre suite au Covid, vous savez, pour accueillir du personnel de première ligne, notamment les infirmières qui devaient se loger loin des hôpitaux, etc. Donc il y aura une convention avec la PHP pour accueillir du personnel de santé. Et pour assurer l'équilibre financier de cette opération, Immobilière 3F sollicite auprès de la ville une subvention de 840 000 €. Et la ville disposera d'un droit de réservation de 10 logements. Alors, ce sont tous des petits logements, alors, en l'occurrence, ce sont tous des terrains. Voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un vote dissocié sur ces 2 points, enfin 4 points? Oui, monsieur. Juste une question. Dans l'avenue de la République, il y a 7 logements. C'est 7 logements parmi combien? C'est dans... Parmi 7. C'est le 39 République, hein, c'est ça? Le 39, c'est l'ancien... C'est la totalité de l'immeuble qui est en logement social. Ok. Donc là, c'est du 100% logement social. Eh oui. Donc là, c'est du 100%, et celle d'après, c'est pas du 100%. Ce qui prouve quand même, juste pour préciser mon intervention, c'est qu'il peut y avoir des marges de manœuvre, il y a une marge d'appréciation. Donc ne dites pas, on fait le maximum, c'est impossible de faire mieux. C'est juste là, je prends sur cet exemple, il y a eu un choix qui a été fait en fonction de critères que vous avez décidés, mais qui sont discutables. Et simplement, il est possible de faire plus de logements sociaux. Là, c'est du 50-50, donc c'est pas si mal. Mais il y a d'autres opérations où on était plutôt à 30%. Et voilà. Bon, je ne parlerai pas non plus du fameux hôtel, la réserve foncière de l'hôtel, puisque là aussi, il y a un choix qui a été fait. Mais il y a quand même, de temps en temps, des réserves foncières qui se libèrent. Voilà. Ben, on peut de temps en temps, effectivement, et quand on peut, on le fait. Le problème, c'est un problème de prix de revient. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. C'est tout. Ça dépend beaucoup du prix auquel le foncier ou les immeubles sont achetés et de l'équilibre ensuite financier des opérations. Voilà, c'est tout. On va mettre... Oui, Madame Hauchemaille. Moi, je voulais seulement avoir une question, enfin 2 petites questions par rapport à cet immeuble rue Angélique de France. Parce que, vu le nombre d'appartements qui sont indiqués et vu la grandeur de la parcelle, je me demande de combien l'immeuble va-t-il être haut, enfin, la hauteur de l'immeuble et la surface des appartements qui seront dedans.
Parce que vraiment, c'est un peu mouchoir de poche. C'est un immeuble R+4 plus comble, donc, qui est d'ailleurs au même niveau que les meubles mitoyens. C'est 24 logements en accession, 21 logements en sociaux. Il y a moitié-moitié. Voilà, on a vu les plans, rien de choquant par rapport à... Mais les logements sociaux sont des T1. C'est ce qu'on vous disait, puisque ça va dans la perspective du partenariat que l'on crée avec la PHP. T1 ou T2. Dans la perspective de faire bouger, justement, le personnel paramédical. En fait, cette convention avec la PHP nous permet d'accueillir des infirmières, notamment des jeunes infirmières, qui n'ont pas les moyens de se loger, et puis ensuite elles vivent leur vie, entre guillemets, sur d'autres logements ou ailleurs. L'idée, c'est pas forcément de stabiliser une famille avec une infirmière dedans, je caricature un peu, mais de faire en sorte que puissent s'installer des jeunes praticiens à Vincennes, puis ensuite qu'ils partent ailleurs. Donc ce sont des petits logements, ce ne sont pas des logements familiaux pour les logements sociaux. Oui, bien sûr, à côté, oui. Ah non, là on est sur un programme classique. Oui. Non, mais votre question, c'est comment on arrivait à faire rentrer tout dedans. En fait, en partie parce qu'on fait des petits logements, c'est ce que nous demande la PHP, en fait, pour que ça corresponde à la réalité de l'occupation et du souhait de faire tourner, en fait, leur personnel. Il y a 21 appartements en accession, 21 logements sociaux. C'est moitié-moitié. Oui. En nombre. J'ai hâte que ce soit construit parce que là, je vois pas. Enfin bon, ça doit être très bien étudié. Il y avait une autre question. Il y avait une autre question, Monsieur Bernier-Grava. Oui, mais vous avez répondu en partie. Je voulais savoir si dans les 22 logements restants, c'était uniquement de l'accession ou s'il y avait du logement intermédiaire. Et c'est que de l'accession. Non, c'est que de l'accession. Est-ce que vous souhaitez qu'on dissocie les deux adresses ? Non, on va mettre au vote qui est pour. Unanimité, merci beaucoup. Madame Bréon passe sur l'AVAD. Oui, bonsoir. C'est la convention avec l'association vincenoise pour l'aide à domicile, l'AVAD. L'article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001 a pris en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations oblige l'autorité administrative qui attribue une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 € à conclure avec l'organisme de droit privé bénéficiaire une convention définissant l'objet, le montant, les conditions d'utilisation et de versement de la subvention. L'association vincenoise pour l'aide à domicile, l'AVAD, a pour but de maintenir à domicile des personnes âgées ou handicapés, en proposant 7 jours sur 7 un certain nombre de services tels que l'aide à la toilette, la préparation des repas, l'entretien courant du logement, du linge, l'accompagnement aux sorties. La convention d'objectifs pluriannuelle avec l'association vincenoise pour l'aide à domicile arrive à échéance en avril 25. Compte tenu du souhait de la ville de continuer à apporter son concours à l'association, qui a pour objet d'assurer une aide à domicile aux personnes en difficulté, ainsi que toute action sociale et sanitaire destinée à ce public, il convient de procéder à son renouvellement pour les années 2025 à 2028. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de cette convention et d'autoriser Madame le maire à la signer. Merci. Merci. Avez-vous des questions ? Une association qui rend de grands services à nos Vincénois. On va mettre au vote qui est pour. Unanimité, merci beaucoup. On passe à l'enfance, Madame Séguret. Donc le marché public pour l'achat, la pose et la mise en service d'équipements et matériels de grande cuisine, des buanderies, des groupes scolaires, des crèches et autres services de la ville, passé dans le cadre d'un groupement de commandes entre la ville et la Caisse des écoles, a pris fin le 19 janvier dernier. Comme vous le savez, la Caisse des écoles a la charge financière des achats de matériel pour les écoles publiques et la ville a, quant à elle, la charge financière des mêmes équipements pour les structures de la petite enfance et les autres services de la ville.
Le Code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics de recourir à des groupements de commandes afin de rationaliser les achats grâce à des économies d'échelle et de gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. Donc, afin de réaliser ces opérations dans un cadre juridique unique, la Caisse des écoles et la ville ont convenu du choix d'une procédure d'achat public commune pour coordonner efficacement le projet. La présente convention constitutive est mise en place afin de définir les modalités de fonctionnement du groupement, de désigner le coordonnateur et de déterminer la CAO qui sera compétente pour l'attribution des marchés publics en question. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'adopter cette convention de groupement de commandes entre la ville et la Caisse des écoles. Merci. Avez-vous des questions? On va mettre aux voix qui est pour. Unanimité, merci beaucoup. On passe au sport. Monsieur Tourne. Alors, bonsoir. Je vous propose de regrouper les 3 points qui suivent, puisqu'ils concernent le renouvellement des conventions avec le club olympique de Vincennes, le Vincennes Volley Club et le rugby club de Vincennes. L'article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, oblige l'autorité administrative qui attribue une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 € à conclure avec l'organisme de droit privé bénéficiaire une convention définissant l'objet, le montant, les conditions d'utilisation et de versement de la subvention. Les conventions de ces 3 associations arrive à échéance ce mois-ci, avril 2025. Compte tenu du souhait de la ville de continuer à apporter son soutien dans les objectifs poursuivis par ces associations, notamment sportifs, éducatifs et sociaux, il convient de procéder au renouvellement de ces conventions. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement de ces 3 conventions et d'autoriser Madame le maire à les signer. Merci. On est là aussi sur de très classiques. Y a-t-il des questions? Non, on va mettre aux voix qui est pour. Unanimité, merci beaucoup. On passe à là aussi une question technique d'actualisation du règlement intérieur qui date un peu. Voilà, et surtout, on va intégrer un nouvel établissement. Donc, afin de pourvoir à la mise à disposition des équipements nécessaires à la pratique sportive des élèves du nouveau lycée à section internationale construit par la région Île-de-France sur la parcelle de l'ancienne cité industrielle et qui est ouvert depuis la rentrée de septembre 2024, la ville de Vincennes s'est engagée à construire sur le même site, 649-51 rue de France, un nouveau complexe sportif. D'une surface d'environ 3200 m², l'équipement est composé principalement d'un gymnase de 1188 m², d'une salle multisport de 672 m² et d'une salle d'activité physique artistique de 300 m², ainsi que de divers espaces complémentaires. Le conseil municipal a approuvé lors de sa séance du 25 septembre 2019 le programme de construction de ce nouveau complexe sportif, puis a décidé dans sa séance du 3 avril 2024 de dénommer celui-ci complexe sportif Isabelle Autissier. À l'instar de l'ensemble du parc des équipements sportifs municipaux, le complexe sportif Isabelle Autissier sera mis à la disposition des établissements scolaires et des associations sportives. Les usagers devront respecter son règlement intérieur. Il convient par conséquent d'actualiser l'actuel règlement intérieur des équipements sportifs en y ajoutant le nouveau complexe sportif Isabelle Autissier. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur des équipements sportifs actualisés à l'occasion de l'ouverture du complexe sportif Isabelle Autissier. Merci. Y a-t-il des remarques, Monsieur Sester? Oui, alors il se trouve qu'à la fin, j'ai trouvé le lien, donc je suis allé ouvrir le règlement intérieur. Alors j'aimerais savoir si c'est vraiment juste l'ajout du nom du nouveau gymnase, donc du gymnase supplémentaire, ou s'il y a eu des modifications dans le règlement? Oui, il y a quelques toutes petites modifications à l'article 6. Si vous l'avez sous les yeux, en fait, on dit que les accompagnateurs ne peuvent pas pénétrer dans les salles de pratique sportive et on a ajouté dans les vestiaires, parce qu'on a eu des petite question là-dessus. L'article 10, on y a ajouté quelque chose qui va vous faire très plaisir, je pense. Les utilisateurs s'engagent à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Ça, c'est l'article 10. Et sur l'article 19,
Nous avons remplacé, là aussi c'est une des questions techniques, il y avait écrit la capacité des gradins de la tribune 1 et de la tribune 3, et on nomme les tribunes Stade Léo Lagrange et Stade Léon Bonvoisin, puisque le 1 et le 3 ne correspondaient plus à rien. Voilà. Oui, alors je suis quand même un peu étonné sur la rédaction, parce que par exemple, il y a un sigle, il y a marqué conformément à la FMI affichée dans chaque équipement. J'avoue que je n'ai pas trouvé ce que voulait dire la FMI. Donc, voilà, mais ce serait bien, si c'est destiné à un public non averti, ça pourrait être bien peut-être de réfléchir. Et surtout, ce règlement, il va être affiché ou pas dans les équipements sportifs? Parce que s'il est censé être respecté par les usagers, ce serait bien, comme dans certains jardins publics, que le règlement soit lisible et visible. La FMI, c'est la jauge, en fait. Donc, c'est un terme technique. Je ne sais plus très bien ce qu'il veut dire, mais en gros, c'est la jauge maximale de pratiques en même temps, enfin, de nombre de pratiquants en même temps sur le site. Donc, dans chaque site, il y a effectivement une jauge qui est déterminée et qui est affichée, pour le coup, tout comme le règlement intérieur, est soit affiché, soit disponible, ça dépend des sites, sur le site de pratique. Ok, et puis j'étais un petit peu étonné, alors je comprends que ce soit interdit de se déplacer à vélo, à trottinette, mais il y a également l'interdiction des poussettes. Alors pour avoir été au centre Pompidou, c'est quand même pratique d'aller avec la poussette à l'intérieur et éventuellement d'accéder au gradin. Donc je ne sais pas si c'était un truc qui existait, mais je trouvais ça un peu restrictif. Et en fait, ça dépend des zones. On ne peut pas descendre avec une poussette une fois qu'on a passé les tourniquets. Par contre, on peut évidemment accéder au gradin ou enfin descendre. Bon, en plus, de toute façon, ça va changer dans les 2 mois qui viennent, enfin dans les quelques mois qui viennent, puisque la configuration du site ne sera plus du tout la même à Pompidou. Donc voilà, la question ne se posera plus. Puis pour le reste, effectivement, on ne peut pas accéder aux espaces de pratique avec une poussette. Oui, et puis alors la dernière question, du coup, ça signifie qu'on sait maintenant finalement quand le gymnase Isabelle Autissier va-t-il ouvrir? Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on a une date concernant l'ouverture du gymnase finalement, Isabelle Autissier? La date est en train d'être fixée puisque nous sommes dépendants de la commission de sécurité, dont la date est en cours d'élaboration chez Monsieur Gournay. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà de la question de la commission de sécurité, il n'y a plus aucun problème avec les questions de pollution, puisqu'on peut de toute façon ouvrir ce gymnase, l'ARS ayant donné son accord pour ouvrir ce gymnase dans les semaines, jours, j'espère, semaines qui viennent. Et donc on est maintenant dépendant de la commission de sécurité qui devrait se réunir prochainement. D'autres questions? On va mettre au vote qui est pour. Unanimité, merci beaucoup. On passe au point suivant concernant au-delà de l'écran. Pardon, Madame Voisin. Bonsoir. L'association Au-delà de l'écran va organiser début octobre la 5e édition de son festival. La ville, bien évidemment, souhaite soutenir cette manifestation. Les modalités, effectivement, de partenariat avec l'association sont définies dans une convention. Et je vous propose donc d'autoriser Madame le maire à signer cette convention de partenariat avec l'association Au-delà de l'écran. Convention qui fixe également le montant de la subvention pour l'exercice en cours. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Convention importante puisqu'elle nous permet d'avancer sur ce très beau festival qui est maintenant a trouvé toute sa place depuis maintenant quelques temps et quelques éditions au fur et à mesure au sein de notre ville et qui est très attendu. Des questions, des remarques? Non. On va mettre aux voix qui est pour. Unanimité. Merci beaucoup. On en a fini avec les points à l'ordre du jour. Il n'y a pas de vœux. Et la prochaine séance du conseil municipal aura donc lieu le mercredi 25 juin, avant les congés de l'été. Voilà, bonne soirée.